Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 13 avril 2023. C'est une journée intéressante parce que finalement, nous sommes à 2 jours de l'ouverture des terrasses sur les rues. Ici, dans le Vieux-Montréal, ben, c'est plein de bars et de restaurants. Et naturellement, ils ont une terrasse sur le trottoir. Et habituellement, c'est à partir du 15 avril que tout ça s'active. Donc, c'est l'indication première que la belle saison est arrivée. Le marché boursier était plus ou moins calme, il ne fait rien de particulier. C'est une semaine courte parce que dans plusieurs cas, dans plusieurs pays aussi, le lundi était un lundi de Pâques et donc c'était fermé. Et finalement, c'est 4 jours de bourse en général. Et dans ces 4 jours de bourse, on a eu deux statistiques. La statistique de l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix à la production qui est sorti aujourd'hui. Hier, c'était l'indice des prix à la consommation. Tous les deux indiquent que l'inflation est en retraite. C'est un bon signe. Mais le marché boursier n'a pas réagi d'une façon très, très violente à tout ça. On est tous prudents parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que M. Powell va faire à la prochaine réunion au mois de mai. On suppose que peut-être il fait une pause, il n'augmente pas les taux d'intérêt, ou encore il les augmente seulement d'1,25. Une fois dit tout ça, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de quelque chose que, à notre avis, est intéressant, à peu près comme tous les sujets qu'on touche, à notre avis, c'est finalement notre environnement de travail de gestionnaire de portefeuille. Donc, on va parler de l'euro-dollar. D'abord, l'euro-dollar, c'est tout simplement le dollar US expatrié des États-Unis. Mais pourquoi il s'appelle euro-dollar? Bon, le dollar, on se comprend, c'est le dollar US, pas le dollar canadien. Et puis, euro, c'est parce que dans les années 50, donc il y a à peu près 70 ans, l'Union soviétique était naturellement l'opposé de tout ce qui était l'Occident. Et pour fomenter la révolution dans différents pays du monde et puis tout ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient des armes. En vendant des armes, finalement, ils étaient apparemment très bons à faire des armes. Et puis, ils vendaient des armes et ils se faisaient payer, par contre, pas dans la devise russe qui est le ruble, qui, tout simplement, c'était un coupon de Canadian Tire à l'époque, à peu près ça. Et puis, ils se font payer en dollars US. Donc, ils reçoivent des dollars US, mais où est-ce qu'ils les reçoivent? Ils ne peuvent pas les recevoir en Russie. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de rien. Donc, ils les reçoivent en Europe. Et c'est la Suisse essentiellement, la première, Zurich, la ville de Zurich, qui a commencé à avoir les premiers dollars de paiement d'armes que les pays étrangers achètent des Russes. Et naturellement, ils les payent en dollars US et on appelle ça de l'euro-dollar, dollar expatrié des États-Unis et fini en Europe. Cette terminologie-là, aujourd'hui, n'existe plus, sauf à Chicago. À Chicago, il y a une bourse, la plus grande bourse à terme du monde, le CME, et le CME offre donc des contrats à terme sur l'euro-dollar. Encore, on les appelle comme ça. Et ça veut dire que c'est des taux d'intérêt à 3 mois. Et c'est le taux d'intérêt du dollar US à l'étranger. Comme s'il y a deux marchés. Il y a le marché domestique américain avec le dollar US qui subit les taux d'intérêt créés par M. Powell. Et il y a notre taux d'intérêt sur un marché libre qui est autrefois ou très récemment, jusque-là, c'était à Londres. Aujourd'hui, ce n'est pas clair si c'est encore Londres, la place principale du monde pour l'euro-dollar, mais autrefois, c'était Londres. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne les taux d'intérêt pour ceux qui empruntent des dollars US à l'étranger. Donc finalement, ce dollar US à l'étranger est considérable. Regardez ici. Depuis 1945, donc regardez, le US dollar expatrié des États-Unis est 1,1 trillion, c'est-à-dire 1,1 milliard de milliards. Depuis 1945, la devise plus utilisée dans le monde est le dollar US, grâce aussi à l'accord de Bretton Woods à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, chose qui créait un scandale pour les Français. Si vous lisez dans les références, je pense que c'est la référence numéro 6, qui vous montre finalement quelle est la référence numéro 5, dans lequel De Gaulle, je crois, disait que c'était un privilège exorbitant qu'on accordait au dollar US, le fait que le dollar US soit exporté finalement des États-Unis et ça remplit les banques centrales de la planète. Mais pour y aller en ordre, regardez. Donc,
Les États-Unis représentent 25% de l'économie mondiale aujourd'hui. À la fin de la Deuxième Guerre, ben, ils étaient à peu près 40% de l'économie mondiale. Le PIB, juste pour avoir une idée des comparaisons possibles, le PIB pour un Américain, c'est 20 937 milliards. Le PIB de la Chine, c'est-à-dire la richesse, si vous voulez, de la production, la Chine, c'est un peu moins, 14 723. Mais eux, ils veulent arriver naturellement à battre les États-Unis. On sait comment ce qu'ils ont fait. Ils sont faits. Le Japon, c'est 5 065. Un quatrième pays, finalement, qui pourrait s'allonger, c'est l'Inde. L'Inde a quand même 1 milliard, je pense, et 400 millions d'habitants, à peu près comme la Chine. Mais ça serait le cinquième, là, à voir peut-être comme production. Naturellement, regardez, en 2022, la masse monétaire américaine était de 2,28 trillions. Donc, ça veut dire l'argent qui est fait, là, qui est imprimé. Et environ 45% de ça est à l'étranger. Notez bien le mot environ. On ne sait pas exactement combien d'argent US est à l'étranger. Parce qu'il y a ceux qui s'en vont à l'étranger, ils reviennent, ils retournent. Enfin, regardez ça. De ces 45% qui est à l'étranger, c'est-à-dire à peu près la moitié de la masse monétaire américaine, et donc euro-dollar, appelons-le comme ça, se retrouve dans les banques centrales, parce que les banques centrales, regardez ici-bas, les banques centrales ont comme réserve en dollars US, c'est 60% de leurs réserves, c'est en dollars US. L'euro, ben, il est important, mais c'est 21%. Mais ces 21%, il faut dire que c'est à l'intérieur aussi de l'Europe. Le yen japonais, c'est 6%, le British Pound, c'est 5%, et la monnaie chinoise, malgré toute la fanfare chinoise, soi-disant qu'ils veulent remplacer l'Occident, puis et les États-Unis, eux, c'est juste à 2%. C'est-à-dire, dans les banques centrales, pour garantir de la sécurité de leurs propres devises, ils ont des devises étrangères. Donc, l'aspect dominant des États-Unis est évident, 60%, et il n'y a personne pour le moment qui peut combattre ça. Les Chinois, pas du tout. Pourquoi pas les Chinois? Parce que c'est un pays qui n'est pas démocratique. Il y a 1,4 milliard d'habitants, pas d'élection, rien. Il y a un parti en haut qui dirige, qui fait le beau temps, le mauvais temps pour tout le monde. Et donc, on se méfie. Ils peuvent donc manipuler la devise comme ils veulent. Et donc, finalement, c'est pour ça qu'on se méfie dans les banques centrales. Donc, malgré toute apparente sympathie que la Chine peut susciter dans le monde, ou qui croient qu'ils sont capables de faire des choses de remplacement des États-Unis ou de l'Amérique du Nord, en réalité, tout le monde se méfie. Ils sont juste à 2% de leur devise. Notez bien. Donc, ici, les banques centrales, donc, pourquoi ces exportations de dollars US? Depuis 1945, bon, c'est les banques centrales, ça on l'a dit, ça 60% donc dollars US comme réserve dans les banques centrales, en moyenne. Ensuite, on a les bases militaires. Il y a à peu près, je crois, 200 bases militaires américaines dans le monde. Chaque base militaire paye dans le pays dans lequel elle est là. Et donc, c'est de l'argent, des dollars US qui sont exportés. Ensuite, il y a les individus, naturellement. Et naturellement, les individus, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc les immigrants qui arrivent aux États-Unis puis qui envoient leur argent à leur pays d'origine. Il y a les touristes américains qui s'en vont à l'étranger. Il y a naturellement le trafic illicite, c'est-à-dire les drogues et tout ça se fait tout en US. Et puis finalement, vous avez les banques. Et par exemple, une banque américaine qui a des filiales à l'étranger, vu que les filiales à l'étranger ont une demande de dollars US, eh le siège aux Américains envoie des paquets, finalement, des palettes, si on peut dire comme ça, d'argent US dans les filiales qui en demandent. Et donc, c'est ça. Ensuite, vous avez, c'est ça, monnaie faible contre voile, c'est ça. Pourquoi les gens veulent... Parce qu'il y en a, regardez, les étrangers détiennent 950 milliards de dollars US en billets de banque, dont 2 tiers sont en billets de 100 dollars. Si vous regardez la référence, je pense, la numéro 4, dans la numéro 4, on vous montre la taille des billets de banque américains, selon si c'est, mettons, 1 dollar, 2 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 5 dollars, je ne sais pas s'il y a du 5 dollars, et tout ça. Mais il vous montre une chose exceptionnelle. Il vous montre que la plus grande quantité d'argent imprimé aux États-Unis est en billets de 100 dollars. 2 tiers de la masse monétaire est en billets de 100 dollars. Ces billets de 100 dollars, est-ce qu'ils sont dans la poche des citoyens américains? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ce n'est pas une habitude d'avoir se promener avec des billets de 100 dollars.
Donc, essentiellement, c'est exporté, c'est de l'argent exporté. Donc, et notez, donc ça vous dit, donc ici, excusez-moi, j'étais là, un billet de 100 dollars. C'est pourquoi les gens à l'étranger veulent avoir des dollars US. Mais c'est parce qu'ils se méfient de leur propre devise. Imaginez la devise en Argentine par rapport à la devise US. Avec une inflation, je ne sais pas, énorme, et finalement, ben, ils préfèrent avoir des dollars US, à tel point qu'ils réclament d'avoir des dollars US, mais ils n'en ont pas. Enfin, c'est toute une histoire si vous lisez sur l'Argentine. Mais l'idée, c'est que c'est une réserve de valeur. Donc, si on veut conserver la valeur à l'étranger, pas mal de pays pensent, les gens, les habitants, c'est mieux l'avoir en dollars US. Et c'est une monnaie d'échange, naturellement. Ensuite, le dollar US est aussi pour la facturation. Par exemple, le pétrole est en dollars US, l'or est en dollars US. Pas mal de transactions dans le monde se font en dollars US. Donc, quel est à présent, quel est l'avantage des États-Unis, l'avantage des États-Unis pour exporter cet argent-là? C'est un énorme avantage qu'ils ont, à tel point que justement De Gaulle et compagnie disaient que c'était un privilège exorbitant que les Américains avaient. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien qu'est-ce que ça veut dire. Quand on exporte du dollar, quand les États-Unis exportent du dollar US, c'est comme si le détenteur étranger faisait un prêt. Faisait donc, attendez, il faisait, excusez-moi, un prêt sans intérêt au gouvernement américain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt à payer sur cet argent-là qui est à l'étranger, la devise comme telle. Et donc, finalement, imaginez, combien ça coûte à imprimer un billet de 100 dollars? Aux États-Unis, ça coûte presque rien, là. Mais après, le 100 dollars, quand il s'en va à l'étranger, le 100 dollars, si quelqu'un veut avoir 100 dollars, il faut qu'il fournisse du service, qu'il fournisse du travail, qu'il fournisse une valeur pour ça. Donc, ça prend énormément de valeur, à partir de rien. Donc, les États-Unis peuvent imprimer autant de papier qu'on veut à un certain moment, puis les étrangers en veulent. Et puis donc, c'est de la richesse. Naturellement, l'avantage pour les États-Unis, c'est que, notez bien, c'est bien marqué ici, c'est un prêt sans intérêt au gouvernement américain. Et notez bien que, ben vous dites, oui, mais ce dollar US à l'étranger, il revient aux États-Unis. Pas nécessairement, pas du tout. Mais même s'il ne revient pas, finalement, ça représente toujours, comme il dit ici, ça représente donc un prêt sans intérêt au gouvernement américain. Et notez bien, vu que la masse à l'étranger est très grande, et elle est très grande, et donc c'est des gros taux d'intérêt que les États-Unis s'épargnent. Et finalement, c'est comme si le fait d'exporter du dollar US, ça permet aux États-Unis de réduire le fardeau de payer les intérêts à ceux qui détiennent des obligations américaines à l'étranger. En définitive, c'est comme si l'exportation de dollars US finance la dette américaine. Et donc, c'est un privilège. C'est pour ça que disaient les autres, les Français disaient, ah, c'est un privilège exorbitant. Mais quand même, c'est ça c'est la règle. Donc, notez. Mais la question c'est comment on calcule la masse de dollars US à l'étranger? Donc, on ne le sait pas trop. Si vous lisez la référence numéro 1, la référence surtout numéro 2, il va vous expliquer comment ça s'est fait. Et les économistes de la Banque centrale américaine, depuis des années, beaucoup d'années, ils essayent de comprendre combien d'argent est à l'étranger. Eh bien, ils ne savent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une théorie, mais qui est très belle, mais ce n'est pas la seule. Ils regardent le Canada. Ils disent, le Canada est un pays qui a une devise propre, le dollar canadien. Excusez. Mais le dollar canadien, lui, est une monnaie interne au Canada. Ce n'est pas une monnaie utilisée à l'étranger. Essayez-vous excusez-moi. Essayez d'aller à l'étranger avec des dollars US, oui. Si vous allez en Europe, à la banque, tout le monde la comprend. Mais essayez de payer un taxi, par exemple, même à Paris avec des dollars canadiens, il ne les reconnaît pas. Mais si vous le payez en dollars US, là, il le reconnaît. Donc, finalement, c'est une monnaie interne à l'Amérique du Nord. Donc, l'idée du Canada, c'est que c'est une société très semblable à la société américaine. Même les vacances d'école des enfants, c'est à peu près la même période. Les vacances comme, par exemple, Pâques, Noël, Nouvel An, c'est les mêmes. Enfin, il y a beaucoup de similitudes. La richesse des deux pays est très, très, très similaire. Et donc, la conclusion, c'est que
Finalement, les Américains vont regarder combien d'argent imprime le Canada pour satisfaire la population canadienne. En faisant les calculs avec le produit intérieur brut, ça permet de dire que les États-Unis ont besoin d'argent autant que les Canadiens, mais en proportion à leur produit intérieur brut, qui est beaucoup plus grand. Et donc, à partir de là, ils font la différence entre la masse monétaire américaine et la masse monétaire canadienne, qui est purement domestique, multipliée par le produit intérieur brut, enfin pour s'ajuster à la richesse du pays, la différence de richesse entre les deux pays. Et puis finalement, ils font la différence et disent, OK, la différence, c'est de l'argent exporté, américain exporté à l'étranger. Donc, on suppose que ça varie entre 45 et 60 à peu près de la masse monétaire américaine qui est à l'extérieur. On ne peut pas vraiment la contrôler parce qu'il y a tous les trafics, il y a tous les contrats dans le monde qui se font en dollars US, il y a énormément de choses. Donc, une fois que le dollar US est sorti des États-Unis, c'est difficile de le contrôler. Mais le problème est de savoir combien il y en a. Ben, à peu près, c'est la moitié de la masse monétaire américaine. Imaginez l'immense privilège qu'ont les États-Unis, au fond, de payer leur dette à l'étranger, de la payer, par exemple, comme les Chinois possèdent des obligations américaines, et l'État américain paye les coupons aux Chinois. Mais ce coupon payé aux Chinois, en réalité, est financé par les dollars US exportés à l'extérieur. Et donc, vous financez plus ou moins, presque à financer. Pour vous dire le privilège. Donc, quand on dit aujourd'hui, on lit dans les journaux et puis tout ça, qu'il y a des pays dans le monde qui veulent remplacer le dollar US, je doute que les États-Unis se laissent remplacer aussi facilement que ça. Et surtout, les autres n'ont pas l'envergure du tout d'avoir la capacité économique des États-Unis et la puissance qu'ils ont comme masse monétaire dans le monde. Et voilà, une fois dit tout ça, eh bien, le discours de la journée est fait. Donc, je vous souhaite un bon début de belle journée de printemps.